Donc cette présentation au sujet de l'expression des doses, la façon dont les doses sont calculées en France et dans d'autres pays européens. Donc on va voir en fait que les situations sont très diverses et qu'on peut en tirer quelques enseignements. Donc cette présentation va se dérouler comme ceci, une introduction, le système français, puis ensuite une comparaison des différents systèmes européens au système français et quelques conclusions et perspectives. Donc en France, comme le rappelait Marion, la dose est fixe, c'est-à-dire qu'elle est exprimée en grammes ou en litres par hectare pour un hectare de parcelle, où qu'il soit situé, quel que soit le stade végétatif, on appliquera la même dose par hectare. Donc par exemple, sur ces deux photographies, vous voyez la même parcelle qui a donc poussé, et on emploie, si on s'en tient aux préconisations qui sont mentionnées sur l'étiquette du produit, la même dose, alors qu'on couvre des quantités de végétation qui sont extrêmement variables. Donc on identifie tout de suite quelque chose qui n'est pas forcément cohérent. Et d'ailleurs à l'origine, donc si on remonte un peu dans l'histoire, il y avait la dose hecto qui, elle, adaptait un petit peu les quantités de produits qu'on mettait sur les feuilles. Alors je montrais là l'exemple d'une parcelle qui a subi une croissance, donc, mais on a aussi, la variabilité, elle peut aussi se voir entre les parcelles et entre les différents modes de conduite. Vous savez que les densités de plantation sont très diverses dans le vignoble. Donc, par exemple, l'interrang de la vigne étroite en Champagne, en Bourgogne, c'est 1 mètre, quand on a 3 mètres en Charente. Et là encore, la dose, elle est homologuée au niveau national. C'est en litres ou en grammes par hectare, indépendamment de la densité de plantation. Et je rajouterai également de la pression parasitaire. On ne tient pas compte dans cette homologation. En tout cas, si on s'assure que la dose que l'on emploie va dans toutes les conditions de densité, de pression parasitaire, de stade végétatif de la vigne, assurer l'efficacité. Donc on voit tout de suite que dans des conditions plus favorables, quand il y a moins de végétation à couvrir, moins de pression parasitaire, on va pouvoir optimiser cette dose par hectare. Et donc dans le cadre des objectifs de rationalisation de l'utilisation des produits phytosanitaires du plan éco-phyto, c'est un angle d'attaque qui apparaît comme étant intéressant. Alors une fois qu'on a dit qu'il fallait moduler cette dose, il faut être capable de calculer des doses. Et là je vais vous présenter quelques outils qui permettent de raisonner cette modulation de dose. Donc c'est en l'occurrence la mesure du dépôt de pulvérisation. Je vais expliquer ensuite ce que c'est. Puis nous verrons dans une seconde partie ce qui peut se faire ailleurs en Europe. Donc qu'est-ce que le dépôt de pulvérisation? Pour l'expliquer, je vais expliquer la façon dont on le mesure. On va pulvériser sur une parcelle, non pas une bouillie phytosanitaire, mais un colorant dont on connaît parfaitement la concentration. Et on va faire une pulvérisation de 1 gramme par hectare. Vous voyez, c'est le sens ici. Vous voyez ici l'unité dans laquelle on exprime les dépôts de pulvérisation. C'est une pulvérisation de 1 gramme par hectare. Et on va aller regarder, à partir de ce gramme par hectare, la quantité qui s'est réellement déposée sur les feuilles. Donc on pourra comparer les situations pour diverses végétations, diverses techniques de pulvérisation. On va aller regarder à partir de l'application de 1 gramme par hectare, ce à quoi ça correspond en termes de quantité de produit sur les feuilles. Voilà l'idée du dépôt de pulvérisation. Et donc si on mesure ces dépôts de pulvérisation, alors ça ce sont des résultats obtenus sur une vigne artificielle, Evas Previti, qui est à Montpellier, à 3 stades végétatifs. Vous voyez, alors chaque point qui est représenté sur ce graphique, c'est le dépôt de pulvérisation moyen, et la multitude des points s'explique par le fait qu'il y a plusieurs types de techniques d'application qui ont été testées. Donc vous voyez des forts écarts de dépôt de pulvérisation entre les différentes techniques de pulvérisation. Si on considère un stade végétatif donné, par exemple à gauche le début de végétation, entre la moins bonne et la meilleure technique de pulvérisation, il y a un facteur 5. Donc ça c'est le premier constat. Tous les pulvérisateurs ne sont pas aussi performants les uns que les autres. Mais également, ce qu'on voit, c'est qu'entre les différents stades végétatifs, il y a une évolution et que logiquement, quand il y a plus de végétation à couvrir, en pleine végétation, on a un dépôt de pulvérisation qui est nettement inférieur à celui qu'on observait en début de végétation. Vous voyez, ces mêmes points, on peut les représenter avec un graphique de type boîte à moustache qui va nous permettre de constater que 75% des observations du début de végétation sont supérieures à la totalité des observations du milieu de végétation. Vous voyez, c'est le sens de cette flèche. Et le même constat, 75% des mesures de dépôt de pulvérisation en milieu de végétation sont supérieures à la totalité de celles qu'on a réalisées en pleine végétation.
Alors également, c'est un problème encore un peu plus complexe que ce que j'ai présenté, parce que j'ai présenté des dépôts de pulvérisation moyens, mais en fait, ces dépôts sont quelquefois inéquitablement répartis au sein de la végétation. On peut avoir, par exemple, pour les appareils qui ne traitent qu'une phase du rang, de grosses hétérogénéités en termes de dépôts de pulvérisation. Alors c'est ce que permet de visualiser rapidement ce graphique. Chaque performance d'un pulvérisateur est représentée par un point, et plus ce point est à droite, plus on a un dépôt de pulvérisation moyen élevé, c'est ce que j'ai déjà présenté, et plus ce point est haut sur ce graphique, plus on a un dépôt de pulvérisation homogène. C'est en fait un écart type qui permet de calculer la position du point. Et vous voyez sur ce graphique 3 nuages de points de couleur qui correspondent en fait au stade végétatif, qui sont bien distincts. Et donc on voit bien que sur les deux critères, homogénéité des dépôts et dépôt de pulvérisation moyen, les 3 stades végétatifs se distinguent. Donc d'où l'intérêt de moduler les doses en fonction des stades végétatifs. Si on se satisfait de la protection offerte par les traitements réalisés à pleine dose en pleine végétation, okay, c'est représenté par les triangles gris sur ce graphique, on voit bien qu'on aurait pu réduire la dose des traitements réalisés, donc qui sont en milieu et en début de végétation en orange et en bleu, et obtenir une protection équivalente. Alors, ça permet aussi de faire apparaître ce graphique, ce qui peut se passer en vignoble étroit. Sur la vigne artificielle, on a aussi fait des mesures avec un interrang de 1,10 m. Et vous voyez, il y a deux nouveaux nuages de points qui apparaissent, qui sont des figurés en forme de croix, un bleu et un gris. Et on voit que même en début de végétation, donc les croix bleues, ce sont des débuts de végétation en vigne étroite. Donc le fait d'être en vigne large ou en vigne étroite a aussi une conséquence sur les quantités de dépôts de pulvérisation. Il n'y a pas uniquement le stade végétatif que l'on peut prendre en compte. Donc à ce stade de la présentation, une conclusion partielle. Donc une même dose appliquée, vous vous souvenez, le dépôt de pulvérisation, c'est on applique 1 gramme par hectare dans toutes les conditions, puis on compare les quantités qu'on a sur les feuilles. On s'aperçoit qu'il y a de très larges écarts en termes de dépôt de pulvérisation avec une même dose appliquée tout au long de la campagne, partout sur le territoire et à tous les stades végétatifs. Les quantités de dépôt, lorsqu'on veut raisonner la dose, on s'aperçoit qu'elles dépendent de la technique de pulvérisation, fortement. Elles dépendent très fortement aussi du stade de développement de la végétation. Elles dépendent du mode de conduite de la vigne, donc ça fait déjà 3 facteurs. Et on pourrait rajouter, même si je n'ai pas montré ici, mais on s'en doute, des conditions météo au moment du traitement, en particulier s'il y a l'hygrométrie, un petit peu de vent, ça peut perturber aussi les quantités de dépôt de pulvérisation. Et également, ça c'est uniquement une approche physique, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux quantités qui se déposent, et on ne s'intéresse pas au côté biologique qui est la pression maladie. Est-ce que la dose apportée sur les feuilles, la dose nécessaire est sans doute différente en fonction des conditions plus ou moins favorables aux parasites qu'on cherche à éliminer. S'il est clair qu'il y a un vif intérêt à adapter les doses, à les moduler, il est aussi clair que quand on cherche à déterminer les modes de calcul donc d'une dose, une modulation, on s'attaque à un problème complexe, multifactoriel, qui est compliqué donc de régler. Alors maintenant, un point intéressant également, c'est d'aller voir ce qui peut se passer ailleurs en Europe. Donc classé de haut en bas ici, il y a les différents systèmes d'expression des doses dans les différents pays européens concernés par la vigne. Donc en France, on a des systèmes, donc ils sont classés du moins modulé au plus modulé. En France, le système n'est pas du tout modulé, c'est une dose fixe, comme j'ai déjà dit. En Espagne et en Italie, on a un système qui s'apparente un petit peu à la dose hecto, pour ceux qui connaissent. Donc en fait, sur l'étiquette du produit va être définie une fourchette de concentration et un volume hectare. Donc avec ces deux informations, on peut remonter à la dose. Et donc la modulation n'est pas explicite sur l'étiquette, elle est laissée au libre choix de l'applicateur. Ensuite, en Allemagne et en Suisse, on a 2 systèmes assez proches qui fonctionnent par palier. Jusqu'à un stade végétatif, un stade phénologique donné, par exemple cette feuille étalée, on recommande une dose. Puis jusqu'au stade suivant, une autre dose. Et de cette façon-là, on obtient 4 doses tout au long de la campagne en fonction du stade végétatif ou phénologique de la vigne. En Suisse, c'est exactement le même système avec 5 paliers. Et enfin, un système aussi qui est intéressant, mais qui concerne non pas directement la vigne, mais l'arboriculture, en Belgique,
Il s'agit d'une adaptation à la quantité de surface de haies foliaires à traiter, qu'on appelle le LWA. Donc en fait, on raisonne non plus la surface cadastrale, mais la surface de murs foliaires à traiter. Donc je vais m'expliquer sur la diapositive suivante. Sur un rang de vigne, on peut considérer qu'il a une surface foliaire totale, mais c'est quelque chose, c'est la surface totale des feuilles. Si on les mettait tout à plat sur une surface et qu'on mesurait leur surface, c'est quelque chose de très compliqué à évaluer, à mesurer. Mais on peut aussi considérer qu'il s'agit d'un mur, un mur qui a une certaine surface et qu'on pourrait donc adapter la dose à cette surface. Donc c'est ce qu'on appelle le LWA, vous voyez en anglais Leaf Wall Area, qu'on pourrait traduire par surface de haies foliaires. On peut également considérer le volume du rang, donc le Tree Row Volume, TRV. Et donc sur le schéma, vous voyez ici ces deux rectangles bleus qui apparaissent représentent la surface de haies foliaires à traiter ou le LWA, tandis qu'ici en rouge, au sein donc des limites rouges, on aurait tout le volume d'un rang. Donc ce que font les arboriculteurs belges, c'est qu'ils adaptent la dose à la surface de haies foliaires à traiter au LWA. Donc c'est également des choses qui sont en discussion et qui pourraient voir le jour. Alors concrètement, si on revient au système d'expression des doses dans les différents pays européens, si on prend des exemples concrets de produits qui sont homologués dans les différents pays, donc c'est un tableau un peu compliqué mais qui permet de comparer les doses pour 17 spécialités fongicides, strictement les mêmes, mais utilisées dans différents pays. Donc si on prend l'exemple tout simplement de la première ligne, c'est un produit antioïdium, P1 là, sa dose en France, c'est toute l'année 0,125 grammes ou litres par hectare. En Allemagne, concrètement, comme je vous disais, il y a 4 paliers, 4 niveaux de dose. Et donc on va commencer au début de la campagne avec 0,06, donc une dose qui figure en vert sur le tableau parce qu'elle est inférieure à la dose française. Une dose de 0,12 qui est proche de celle qui figure en blanc parce qu'elle est proche de la dose française. Puis 2 doses qui sont supérieures aux doses françaises pour les 2 traitements qui suivent au cours de la campagne. En Suisse, vous voyez, c'est un système assez similaire au système allemand, mais avec 5 doses. Et là aussi, une dose inférieure au début, puis une dose supérieure. Maintenant, on peut s'intéresser à un autre exemple. Alors, je vous propose par exemple les produits P12, la ligne 12. Vous voyez qu'en Allemagne, tout au long de la campagne, les cases sont coloriées en vert, ce qui signifie que la dose est inférieure en Allemagne tout au long de la campagne à la dose française. Vous voyez, 1,9 en France, quand on oscille entre 0,4 et 1,6 en Allemagne. Donc finalement, il n'y a pas de règle en fait générale qui explique, c'est un contexte assez flou et compliqué, pour traduire une dose allemande en une dose française, simplement des façons d'homologuer les doses différentes qui aboutissent à un système assez peu harmonisé. Donc je vous parlais tout à l'heure du LWA, et je crois que c'est intéressant d'en parler un peu plus. C'est donc la surface de haies foliaires qui est pressentie par certaines firmes phytosanitaires pour exprimer les doses. C'est-à-dire les doses, on ne les exprimerait plus en grammes par hectare, mais par exemple en grammes pour un certain nombre de mètres carrés de haies foliaires. Donc on aurait une dose proportionnelle à cette quantité de murs à traiter. Alors l'inconvénient qu'on identifie tout de suite, c'est qu'on ne tient pas compte de l'épaisseur. On peut très bien avoir 2 parcelles avec une quantité égale de murs de haies foliaires, mais des végétations plus épaisses et une même dose. Donc on n'est toujours pas avec un système complètement optimisé. Mais néanmoins, on voit que par exemple, c'est quelque chose qui en fait, sans le savoir, je crois, peut déjà avoir lieu sur le terrain, sur certains exemples. Vous voyez ici, vous avez l'exemple d'un pulvérisateur face par face. En début de campagne, on va fermer un diffuseur sur 2. Vous voyez, c'est ce que représentent les croix rouges. Et donc en fermant un diffuseur sur 2, puis en pleine végétation, en ouvrant les 4 diffuseurs, si entre-temps on est resté à concentration de bouillie constante, à pression de travail constante, à débit constant par diffuseur, et vous voyez bien qu'entre les 2 situations, on a divisé le volume hectare par 2, divisé la dose par 2, et finalement on a fait une adaptation simple de la dose au stade végétatif. Bon, voilà. Après c'est plus difficile avec d'autres appareils, mais comme quoi l'adaptation des doses, c'est des concepts compliqués, mais aussi quelque chose de très simple et concret qui peut permettre de la réaliser. Voilà, donc en conclusion, le système français, je le répète, qui est avec une dose fixe
par hectare, qui peut être largement optimisé, évidemment, si cette dose assure l'efficacité dans tous les contextes, y compris dans les plus difficiles. C'est que dans les contextes où il y a moins de pression, où il y a moins de végétation à couvrir, eh bien, elle peut être optimisée. Donc dans le contexte d'éco-phyto, c'est clairement un levier intéressant. On note aussi une incohérence entre les différentes expressions des doses dans les différents pays européens. Et là aussi, on identifie en fait des marges de progrès. C'est-à-dire que si le système de modulation de doses fonctionne en Allemagne, on comprend bien qu'il n'y a pas de raison pour qu'il ne fonctionne pas, par exemple en France. Donc dans le contexte actuel, pour limiter l'utilisation des produits phytosanitaires, l'expression des doses apparaît comme un sujet intéressant qui doit être abordé. Et il y a également donc des approches qui vont suivre, que Mario a déjà introduit, au sujet d'Optidose Sud-Est, qui est un outil qui fonctionne en contexte méditerranéen, qui va être abordé par mes collègues pour la suite. Voilà, merci.